Ok, bonjour à tous. Merci de vous être connectés nombreux à ce webinaire qui est aujourd'hui réalisé par Altea et Humans for Help, de cabinet de conseil qui allie donc l'expertise métier à l'expertise technique. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'explorer la thématique du contrôle de paye. On a travaillé avec de nombreuses directions paye, de nombreux gestionnaires paye à tous les échelons opérationnels ou de direction. Et finalement, à chaque moment de la vie d'un cycle de paye se pose la question du contrôle de paye. Et donc, on a pensé réaliser ce webinaire pour justement offrir aux directions paye, mais aussi à toutes les directions connexes qui peuvent être intéressées, que ce soit les directions SIRH par exemple, ou d'autres directions légales, un guide ultime pour rester zen. Et donc, on va vous exposer à travers ce webinaire, notamment les dernières tendances en termes de contrôle de paye et quelques petits tips ou les quelques petits conseils qu'on peut vous apporter, pour aborder cette période avec sérénité. Ce que je vous propose, c'est d'explorer un peu le sommaire du contenu qu'on va vous proposer durant ce webinaire. On commencera par un petit tour de table des intervenants très qualifiés qui seront à la parole aujourd'hui. Ensuite, je laisserai Thomas Lux du cabinet Altea vous expliquer quels sont les enjeux du contrôle de paye de manière générale dans les directions de paye avec lesquelles on travaille aujourd'hui d'un point de vue très métier. Ensuite, on va vous livrer peut-être aussi quelques recommandations pour travailler sur sa stratégie de contrôle de paye, toujours d'un point de vue métier. Et en fin de compte, le but va être d'arriver vers tout le côté outillage. Donc, est-ce qu'on peut vraiment outiller son contrôle de paye? Quelles sont les méthodes pour outiller son contrôle de paye? Comment est-ce qu'on peut gagner de la productivité? On parle même de gagner jusqu'à 60% de productivité sur la période de contrôle. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce qu'on peut y arriver à travers la réalité? Et j'animerai cette partie avec Lila Benamou du cabinet Humans for Help avant de passer à la conclusion. Et bien évidemment, on vous laissera tout le temps nécessaire pour poser vos questions, qu'elles soient de métier ou qu'elles soient plutôt techniques sur ce qu'on peut proposer en termes d'outillage. Je propose de passer dès à présent au tour de table et je laisse la parole à Lila Benamou du cabinet Humans for Help. Merci Christophe. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je me présente Lila Benamou, je suis la fondatrice du cabinet Humans for Help et on est spécialisé dans l'efficacité opérationnelle. Et dans ce webinaire, on collabore avec le cabinet Altea. Bonjour à tous, moi je suis Thomas Lux, je suis directeur associé donc chez Altea et je pilote l'ensemble de notre practice sur la GA et la paye. Et enfin, Christophe Descottes, je pilote l'unité chez Altea qui s'appelle Intelligence artificielle et data, où nous intéressons à la valorisation et la fructification des données auprès des métiers que l'on accompagne, en particulier la RH, la finance, le procurement et la supply chain. Et aujourd'hui, on va surtout parler des directions paye avec lesquelles on travaille également. Je laisse maintenant la parole à Thomas qui va vous faire un petit tour d'horizon des pratiques de contrôle de paye et quels enjeux est-ce que le contrôle de paye pose aujourd'hui dans les directions paye. À toi, Thomas. Merci Christophe. Alors avant de parler effectivement des défis, on peut rappeler très rapidement les enjeux qu'on a autour du contrôle de paye. Alors rappelons déjà que le contrôle de paye ne consiste pas uniquement à vérifier l'exactitude des calculs. Le contrôle de paye repose aussi sur des enjeux qui sont plus stratégiques, par exemple le respect des obligations légales. Par exemple, garantir que l'entreprise respecte bien toutes les obligations légales en matière de rémunération. On pense au respect du salaire minimum, aux règles qui sont contenues dans les conventions collectives, aux lois sur les heures supplémentaires, etc. C'est aussi la vérification de la conformité aux réglementations fiscales et sociales. On pense notamment à la déclaration des cotisations, qu'elles soient liées à la sécurité sociale, à la retraite, etc. Et puis, on peut même raccrocher au contrôle de paye les questions autour de la confidentialité et la sécurisation des données. Voilà, donc une fois qu'on a dit tous ces enjeux, on peut aborder naturellement les défis qu'il y a autour du contrôle de paye. D'abord, on a un taux d'erreur relativement important et qu'on rencontre de manière fréquente, qui sont liés à la fois à la complexité du réglementaire. On sait bien que le réglementaire bouge beaucoup. La paye est soumise à un certain nombre de textes de manière très fréquente dans l'année. On a des règles qui sont extrêmement complexes. Alors, on a dernièrement un client qui avait une vraie difficulté à contrôler la RGCS au point de quasiment pas la vérifier parce que pas tout à fait le savoir.
On a d'ailleurs deux statistiques qui sont intéressantes et qui sont remontées par le ministère du Travail, je crois l'année dernière ou en 2021. En France, on a un salarié sur 3 qui a déjà constaté une erreur sur sa fiche de paye. Donc, c'est une proportion qui est énorme. Et on a même 40% des bulletins de paye qui sont jugés comme non conformes à la législation par le ministère du Travail. Donc, on voit bien que l'enjeu d'identifier et de corriger un grand nombre d'erreurs de paye est une réalité pour tous les services de paye. Le corollaire, c'est qu'on a beaucoup de contrôles à faire et que cela repose sur un nombre de gestionnaires qui est de plus en plus faible et donc une incapacité mathématique à pas pouvoir contrôler plusieurs centaines de bulletins. Dans certaines entreprises, on a des étapes de contrôle de paye qui durent une demi-journée. Donc naturellement, un gestionnaire qui a plusieurs centaines de bulletins, parfois 700, 800, presque 1000, peut naturellement pas les contrôler de manière complètement exhaustive et complètement sereine. On identifie aussi un manque d'expertise sur certains sujets légaux. C'est une remarque qu'on a de manière assez récurrente. Alors, c'est lié évidemment à la complexité du réglementaire, mais on a aussi un phénomène depuis plusieurs années qui est le turnover très important dans les services de paye, notamment sur les fonctions de gestionnaire de paye, qui fait qu'il y a un certain manque d'expertise sur certains sujets, parfois liés au légal, mais aussi à certaines particularités de l'entreprise. Donc, il y a une mauvaise prise de connaissance du contexte. Et enfin, on se rend compte qu'il y a des pratiques de contrôle, parfois au sein d'un même CSP, même parfois au sein d'une équipe paye de 5-6 personnes, des pratiques de contrôle de paye qui sont pas du tout unifiées, avec une absence de stratégie globale de contrôle de paye, et des contrôles qui sont faits de manière assez parcellaire. On l'a dit juste avant, un manque d'expertise, un manque de temps, et un volume d'erreurs qui peut être assez conséquent. Voilà, donc on a une phase de contrôle de paye qui est extrêmement sensible, comme chacun le sait, dans ce contrôle de paye, dans ce calendrier de paye. Donc finalement, quand on a identifié tous ces enjeux, notre conviction forte est qu'il faut définir une stratégie de contrôle de paye, évidemment adaptée au contexte de l'entreprise. Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes règles, on pense aux accords internes notamment, et que cette stratégie de contrôle de paye doit reposer sur 4 leviers qu'on va plus ou moins pousser à l'extrême de manière à garantir un niveau de contrôle le plus élevé possible. Donc les 4 leviers, on a évidemment les contrôles sur échantillon, avec une recherche évidemment d'une représentativité la plus dynamique possible des populations, mais aussi des particularités. Donc une représentativité dynamique, on sait bien dans les services paye qu'un mois de paye ne ressemble en rien au mois précédent et au mois suivant. Donc, on a presque l'obligation de construire un échantillon qui doit représenter les particularités du mois de paye. On a évidemment une phase de contrôle unitaire qui doit être menée avec les grands classiques que sont le contrôle de solde de tout compte et le contrôle des intégrations des EVP, donc les éléments variables de paye. C'est souvent les éléments de GTA qui génèrent un certain nombre de rejets et de blocages inhérents à la difficulté d'intégrer des données. J'ai en souvenir un client que nous avons accompagné l'année dernière qui avait un grand volume d'entrées tout au long de l'année et qui, par manque de temps et de pratiques communes, traînait tout au long de l'année des erreurs de paye qu'il aurait dû pouvoir détecter lors du premier bulletin de paye. Donc, on a mis en place des contrôles du premier bulletin qui ont permis d'alléger grandement le volume d'erreurs à vérifier les mois suivants. On a évidemment les contrôles de masse qui doivent permettre notamment, c'est pas le seul cas, mais notamment de contrôler les cotisations qu'on conseille plutôt de contrôler par organisme de collecte et de se focuser, de prioriser sur les cotisations les plus complexes. On a parlé de la RGCS tout à l'heure, qui est parfois pas très bien maîtrisée dans les services. Et puis la DSN, qui elle est plutôt bien maîtrisée dans les services paye, mais qui sert encore trop peu souvent à contrôler la paye, notamment par des contrôles de cohérence sur les données. Donc au final, l'importance de la stratégie de contrôle de paye, d'en définir une, nous apparaît comme évidente, et elle doit permettre de cadrer 3 grands aspects. D'abord, déterminer les besoins d'expertise à couvrir. Ça paraît évident, mais d'une entreprise à une autre, d'un service paye à un autre, les particularités font que la stratégie de contrôle de paye ne peut pas être la même partout.
Donc, il faut pouvoir déterminer les besoins d'expertise, parfois reposant sur certains process comme le solde de tout compte qui est bien souvent très complexe, ou sur le contrôle de certaines cotisations comme on a pu en parler tout à l'heure. Et puis, identifier tout simplement les points de complexité sur lesquels les services de paye ne peuvent pas faire l'impasse. Le deuxième point important, c'est qu'il faut accompagner ces équipes dans ces changements de pratiques, ou en tout cas sur l'amélioration des pratiques de contrôle de paye en intégrant ces nouveaux items de contrôle, en impliquant les acteurs locaux dès la définition de cette stratégie de contrôle de paye afin de faire changer ou en tout cas faire évoluer les pratiques le plus rapidement possible. Et enfin, il y a l'outillage du contrôle de paye, même si les éditeurs proposent pour la plupart d'entre eux des outils qui sont efficaces. On voit encore dans 99% des cas l'utilisation d'outils tels qu'Excel, pour ne citer que lui, en complément des outils de paye et qui ne font que ralentir finalement cette étape de contrôle de paye sans apporter de supervision globale sur les contrôles qui sont à mener, ceux qui ont été menés et sur finalement la vérification globale de l'ensemble des rubriques de paye. Merci Thomas. Donc, merci pour cet éclairage. Donc, vous l'avez bien compris, le contrôle de paye est un enjeu aujourd'hui pour toutes les sociétés, quelle que soit leur taille. Et effectivement, le fait d'utiliser des outils tels qu'Excel fait qu'il y a effectivement de la perte en efficacité, du travail redondant avec les outils aujourd'hui qui arrivent à leur limitation. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est effectivement de vous présenter c'est quoi les solutions possibles pour pouvoir d'ailleurs répondre à ces enjeux. Pour 3 points importants, c'est productivité, efficacité et on va dire donc se décharger des erreurs aujourd'hui qui peuvent ralentir et potentiellement mettre à risque, notamment en termes de pénalité, l'entreprise. Donc, les enjeux aujourd'hui organisationnels. Donc là, le point qui est important, c'est de pouvoir piloter la période de contrôle de paye et de pouvoir unifier les pratiques en fonction des différents acteurs, qu'ils soient globaux ou locaux. Ça, c'est le point métier que Thomas a pas mal explicité. Le deuxième point qui est important, c'est comment derrière ramener de l'efficacité dans toute cette chaîne de valeur. Et donc, cette efficacité passera par de l'automatisation. Donc, de quelle manière de pouvoir derrière aller interroger l'ensemble des bases, quelle que soit leur nature, pour pouvoir derrière compiler les informations, les données, les compiler, les collecter, les comparer, et d'être en capacité derrière de sortir, on va dire, des processus aujourd'hui qui, eux, soient optimisés. Et enfin, le dernier point qui est important, c'est l'analyse de données, qui lui va porter sur le contrôle des cotisations, donc ce qui a été au préalable identifié côté métier, accompagnement métier, pour ensuite derrière avoir ces points de contrôle qui eux soient natifs dans l'outil. Et de pouvoir effectivement, donc le point qui est important, détecter les écarts et également les anomalies afin derrière de les corriger, ça de façon automatique sans intervention humaine. Donc, vous allez retrouver le point métier et ensuite l'automatisation avec des technologies aujourd'hui qui sont à disposition et ensuite de l'analyse de données pour pouvoir d'ailleurs mettre des solutions plus intelligentes dans la solution. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'effectivement, il nous faut une solution qui soit aujourd'hui agnostique aux solutions du marché, donc qui puisse se connecter avec l'ensemble des solutions du marché qui existent, qu'on utilise des SIRH assez différents dans les différentes entités, de pouvoir gagner en productivité, donc de pouvoir accompagner les gestionnaires de paye dans la capacité qu'ils vont avoir à analyser les fiches de paye et d'être en capacité d'avoir un taux d'erreur extrêmement bas. On parlait tout à l'heure de 30% en fiches de paye. L'idée là, c'est d'arriver à moins de 2% d'erreur et d'être en capacité derrière de faire évoluer cet outil pour pouvoir avoir finalement le meilleur des deux mondes, ce qu'on appelle le best of breed, donc la connaissance métier avec la connaissance des meilleures technologies aujourd'hui du marché qui nous permettent d'ailleurs d'avoir un outil qui soit évolutif et qui puisse répondre à l'ensemble des enjeux des sociétés, et ce, quel que soit l'outil SIRH qui a été mis à disposition des entités. Merci beaucoup, Lila, pour cet éclairage en termes d'outils. Alors maintenant, on peut, Thomas a développé de manière assez extensive les enjeux et finalement les défis que pose le contrôle de paie. On a vu que l'outil pouvait apporter une solution best of breed qui allie
le meilleur du métier avec le meilleur de la technique. Et puis maintenant, on peut se poser la question, finalement, c'est quoi quelle est l'étape d'après? Sur quel cas d'usage est-ce qu'on peut déployer un outil? Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au cours de notre travail avec différentes directions paye, Thomas en a un peu parlé, c'est également un travail qu'on a mené avec Lila et les équipes de Humans for Help. On a développé un parcours de contrôle qui permet sur finalement l'ensemble des items qu'a pu citer Thomas quand il a montré son overview un peu des défis en termes de contrôle de paye, d'avoir un parcours qui soit exhaustif au niveau des contrôles que l'on porte. Et finalement, ce parcours de contrôle a été co-construit avec les métiers avec lesquels on a travaillé, que ce soit des responsables paye et des gestionnaires de paye opérationnels chez nos clients ou que ce soit nos experts paye en interne chez LTA dans l'équipe de Thomas. Si on peut détailler un tout petit peu ce parcours de contrôle qu'on a pu construire, on dira que la première brique, et qui est finalement un non négociable, c'est d'effectuer des contrôles de cohérence. Certains outils SIRH du marché le portent déjà, finalement, ce qui est très important en paye, c'est de pouvoir croiser des données, de voir que finalement la donnée qu'on sort dans notre logiciel de calcul de paye, on retrouve exactement la même chose dans la DSN. C'est aussi cohérent avec les éléments de gestion des temps. Ça peut être cohérent. On peut vouloir rechercher une cohérence aussi avec des éléments variables de paye qu'on importe manuellement pour assurer qu'il n'y ait pas d'effet de bord. Donc finalement, on a besoin de contrôler que finalement A est égal à B. Et qu'on a bien les quantités qui sont cohérentes parce que c'est finalement la base de la paye, c'est d'avoir à peu près la même chose dans tous les systèmes qui partent dans tous les organismes sociaux ou fiscaux. Ensuite, on a besoin parfois de contrôler des populations qui sont particulières. On peut vouloir contrôler, et c'est le sens qu'a donné Thomas à certains des contrôles unitaires que l'on porte, c'est-à-dire vouloir contrôler le premier bulletin, à l'autre extrême de la vie du salarié, vouloir contrôler le solde de tout compte, qui sont finalement peut-être les deux bulletins les plus importants d'un collaborateur. On peut vouloir contrôler des populations selon leurs données de GA, par exemple des expatriés, par exemple des impatriés, ou par exemple des stagiaires ou des apprentis qui vont avoir des profils de cotisation un peu particuliers. On peut vouloir les contrôler systématiquement du fait de la particularité de ces populations, ou alors on peut vouloir contrôler certains motifs, que ce soit des saisies sur salaire, que ce soit des acomptes, ça peut être aussi certaines prix qui sont très particulières. Donc finalement, sur certaines de ces populations et certaines de ces caractéristiques très particulières, on peut vouloir les identifier et les contrôler de manière exhaustive. Et donc c'est aussi un b.a.-ba d'un outil qui doit être porté à destination des directions paye. Ensuite, on monte un peu en complexité en termes de technique, c'est-à-dire que une fois qu'on a fait ces vérifications de base, le contrôle de paye ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'il a une telle complexité qu'on doit avoir des capacités d'analyse des données, d'automatisation qui nous permettent de porter des contrôles qui sont beaucoup plus complexes. Et c'est notamment ce que nous, on porte à travers un module de contrôle de rubriques qui permet de déterminer des rubriques qui sont incohérentes par rapport à un certain profil ou alors des rubriques qui carrément manquent sur un profil très particulier. Si on peut citer un exemple d'école, on peut dire qu'un cadre va avoir besoin d'une rubrique APEC, qui est une cotisation obligatoire pour un cadre. La présence d'une rubrique APEC sur un profil qui est non cadre va naturellement être suspecte, tout comme l'absence de rubrique APEC sur un profil cadre va également être tout aussi suspecte. Donc finalement, ce module de contrôle de rubrique permet de vérifier l'association des rubriques et des bons profils de cotisation par rapport à un profil en particulier, que ce soit par rapport au statut, que ce soit par rapport à des éléments contractuels ou que ce soit même par rapport à une convention collective, un réglementaire d'entreprise ou voire même l'association de rubriques au sein même d'un bulletin de paye. C'est-à-dire que, par exemple, si on a une retenue congé payé, on va vouloir avoir en parallèle une indemnisation pour congé payé, étant donné que les congés sont payés. On a donc besoin de l'association des deux rubriques pour qu'il y ait une certaine cohérence. Donc finalement, on permet de détecter la cohérence de ces rubriques. Ensuite, à un niveau de complexité encore plus supérieur, on va vouloir identifier les bulletins en écart sur des cas d'usage qui sont extrêmement précis. Thomas a parlé tout à l'heure d'un client qu'on a accompagné sur la RGCS. Il est du fait de la complexité même de cette cotisation et du fait que les éléments de calcul peuvent changer d'un moment à l'autre. On l'a vu, la valeur du SMIC, par exemple, rentre dans le calcul de la RGCS, étant donné que la RGCS s'applique ex-Fillon, s'applique à tous les salaires qui sont entre 1 et 1,6 fois le SMIC. Donc, on a énormément de modifications. Il y a tellement de situations particulières qui font que l'estimation de cette RGCS peut changer. D'ailleurs, si on va sur
les sources gouvernementales pour pouvoir estimer cette RGCS, on a bien une estimation, hein, on n'a pas le calcul qui est détaillé, étant donné la variété des paramètres qu'on peut prendre en compte dans le calcul de cette cotisation. Cet exemple pour dire que sur ces cas d'usage qui sont extrêmement précis, on a besoin d'avoir l'apport de l'analyse de données pour vérifier que, au vu de toutes les données de paye qu'on a analysées, cette RGCS est cohérente par rapport au profil et au reste des cotisations ou des valeurs qui sont portées sur un matricule donné. Donc, on peut utiliser le pouvoir finalement de l'automatisation et de l'analyse de données pour pouvoir porter ces contrôles. Pareil sur d'autres cas d'usage dont on n'a pas forcément parlé ici, comme le paiement du 1/10. Hein, c'est aussi un calcul qui peut parfois être un peu complexe, tant on a des variétés de rubriques qui rentrent ou non dans l'assiette salariale, et forcément parfois on a du mal à s'y retrouver, surtout pour des gestionnaires qui par exemple viennent d'entrer dans l'entreprise. Il y a cette courbe d'apprentissage, et donc entre-temps il faut quand même garder cet esprit de productivité ou la réintégration sociale et fiscale, et je passe beaucoup d'exemples, mais finalement sur ces cas d'usage très précis on peut utiliser le pouvoir de l'analyse de données et l'automatisation de processus pour être beaucoup plus efficace dans les contrôles. Et enfin, on peut aussi, sur base de l'ensemble des données de paye d'un bulletin, identifier les bulletins hors cas d'usage très particulier, hein, mais qui présentent un risque d'anomalie au regard de l'ensemble du bulletin. Ça peut être sur des variations de taux de charge qui sont anormales, par exemple. Ça peut être sur une forte variation du brut qui dépasse les niveaux de variation de brut qu'on peut avoir sur certaines populations, comme dans la distribution, par exemple, ou dans l'industrie. Et donc, on porte un contrôle de masse qui permet d'identifier les bulletins qui sont d'anomalies et qui sont donc le plus suspects sur finalement l'ensemble des données de paye, que ce soit des données du mois courant ou des données historisées, ainsi que des données qui sont mises en relation avec les données du reste des collaborateurs dans une organisation en particulier auquel le profil en question est comparable. Donc finalement, on voit qu'on a développé ce parcours de contrôle qui prend en compte des cas de plus en plus complexes, qui prennent aussi en compte nativement les effets des conventions collectives ou des réglementaires entreprises, et aussi des changements légaux, sans avoir à reparamétrer en permanence un outil, étant donné que avec les processus d'automatisation et d'analyse de données, on arrive à prendre en compte les différents changements qui peuvent parvenir de manière légale ou dans les réglementaires. En conclusion de ce webinaire, ce qu'on peut retenir de cette exploration à la fois métier et technique des défis et des solutions qu'on peut apporter aux défis des contrôles de paye, c'est qu'il y a plusieurs situations qu'on a pu voir chez les clients qu'on a accompagnés dans lesquelles se trouvent les directions paye. Il y a des directions paye qui traversent ou sont sur le point de traverser un contrôle URSSAF et qui savent qu'ils ont plusieurs manquements, ou alors qui savent qu'ils ont une très forte probabilité d'avoir plusieurs manquements. Et donc, comme l'a dit Thomas, et ce sont de nombreuses directions paye qu'on a accompagnées à ce sujet-là, on a la possibilité de construire une véritable stratégie de contrôle de paye qui permet finalement de rester zen, hein, si on peut employer cette expression en cas de contrôle URSSAF, MSA pour certains régimes, etc. Et finalement, on a les fondements d'une stratégie métier qui doivent être, d'ailleurs avant tout déploiement d'outils, qui doivent être posés. On a aussi des cas où, alors on a une paye qui est relativement sécurisée, mais on a un manque de productivité. Finalement, Thomas l'a rappelé tout à l'heure, on a la moyenne nationale se situe autour de 300 bulletins par gestionnaire de paye, mais selon les situations, on peut avoir jusqu'à 800 voire 1000 bulletins. Ce sont des cas qu'on a pu voir qui sont traités par un seul gestionnaire de paye. Forcément, quand on a 1000 bulletins à contrôler en 3-4 jours, on a forcément besoin d'automatiser certaines tâches. On passe des jours et des jours sur des fichiers Excel qui sont pas forcément faciles à manipuler. Et là, l'automatisation est notre salut. Couplé à l'analyse de données, on a finalement un combo qui est extrêmement fort à mettre à disposition auprès des gestionnaires et qui finalement est très simple d'utilisation. Et puis, il y a des cas où on a une problématique organisationnelle, c'est-à-dire qu'on a besoin d'unifier les pratiques de contrôle de paye au travers différentes entités. C'est notamment le cas des organisations qui ont fonctionné par fusion-acquisition et qui acquièrent des nouvelles équipes de paye avec des réglementaires qui sont différents, des outils qui peuvent être différents ou des pratiques qui peuvent être différentes. On a eu le cas chez un client dans l'agroalimentaire sur lequel on a 6 succursales et sur lequel on a un besoin de pilotage global des 6 succursales qui ont des conventions et des réglementaires différents.
Et donc, on a la possibilité de bâtir cette organisation et ces processus euh, qui sont, euh, qui sont adaptés à chaque situation, évidemment se faisant accompagner par des experts qui sont à même de poser les bases d'une organisation, quel que soit le contexte et l'industrie dans lequel nos clients se situent. Je vous remercie pour votre attention sur ce webinaire, en espérant qu'il ait pu vous éclairer sur les défis que pose le contrôle de paye, les enjeux évidemment de cette fonction qui est nécessaire d'un point de vue légal, d'un point de vue comptable, d'un point de vue de la satisfaction également des collaborateurs dans l'organisation, ainsi que des solutions qu'on peut apporter en termes d'outils. Nous sommes là pour répondre à vos questions au travers du chat et on se fera un plaisir de répondre à tous les questionnements que vous pouvez avoir. Merci à tous pour votre attention et merci Lila et merci Thomas pour vos éclairages. Ce que je vous propose, c'est de commencer à répondre à quelques questions que je vois dans le chat. Je vais prendre la première qui demande un peu quelle est l'adoption de cet outil par les équipes de gestionnaires chez les clients chez lesquels on est travaillé. Alors, ce qui est très important dans ce type d'exercice où on outille finalement des processus de contrôle de paye, c'est d'embarquer les équipes dans la réflexion. Si on les embarque trop tard et qu'on ne les embarque pas finalement dans la réflexion sur ce qui est leur métier, l'outil, finalement, quel qu'il soit ou quel que soit le changement, ne sera pas adopté. Il est vraiment capital d'embarquer ces équipes-là et le plus tôt possible dans la réflexion, même au niveau opérationnel. La deuxième chose, c'est que quand on a déployé l'outil qu'on a évoqué dans ce webinaire, qu'on a pu développer pour certains de nos clients, on est sur des cycles de développement qui sont beaucoup plus courts finalement que beaucoup d'outils qu'on doit paramétrer, reparamétrer du fait de toutes les spécificités qu'on vous a exposées pendant ce webinaire. Donc, on est sur des cycles de développement de 1 ou 2 mois maximum en fonction de la complexité de la paye. Et on n'est pas du tout sur des projets de 1 an, 2 ans, comme on peut le voir régulièrement. Donc, pour le coup, on est sur des cycles de développement qui sont courts et ça favorise l'adoption par les équipes opérationnelles. Lila, on a une question sur les gains de productivité. Est-ce que tu veux, sur les préalables pour y arriver, est-ce que tu veux y répondre? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, sur les gains de productivité, sur les 60% de gains de productivité, en fait, j'allais dire, c'est la complémentarité de différentes technologies qui nous permet derrière de pouvoir mimer le comportement humain des gestionnaires. Donc, aujourd'hui, on va mélanger des règles métiers qui vont être dictées par les gestionnaires de paye dans la mise en œuvre d'automates qui vont d'ailleurs réaliser cette multitude de tâches et qui vont permettre également d'interfacer avec des solutions d'intelligence artificielle pour pouvoir d'ailleurs arriver avec des taux de prédictibilité assez intéressants. Donc, on peut très bien imaginer, et la particularité de l'outil aujourd'hui qu'on a, c'est qu'il est agnostique aux systèmes de paye aujourd'hui qui sont utilisés par les clients. Ça, c'est une vraie force aujourd'hui par rapport à la différence qu'on pourrait trouver sur des solutions poussées par des éditeurs. C'est qu'on sait tous pertinemment que l'écosystème donc informatique des différents clients est assez hétérogène. Et la particularité aujourd'hui de notre outil de paye permet derrière de se connecter sur l'ensemble des outils qui supputent aujourd'hui les processus gestion de paye pour véritablement libérer du temps pour les gestionnaires de paye et donc éviter les pics de charge aujourd'hui que chaque gestionnaire de paye a en fin de mois. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, cette efficacité des 60% est amenée par la combinaison de différentes technologies que nous maîtrisons et qu'on met au regard de la connaissance métier qui, elle, est portée par Altea. Et donc, c'est la complémentarité des deux forces qui fait que notre outil aujourd'hui est implémentable chez les clients, et ce, quel que soit leur contexte IT aujourd'hui, et quel que soit le cadre légal aujourd'hui qui nous permet derrière d'avoir un outil toujours à jour.
Merci Lila. On a une question sur les outils qu'on préconise et également de la même personne. Est-ce qu'on a testé plusieurs outils différents? Quelles sont les particularités pour chacun? Avantages, inconvénients, paramétrages initiaux pas trop lourds. Alors, pour faire simple, hein, dans l'écosystème des outils de production de la paye, certains éditeurs développent en effet des solutions de contrôle de paye. Ces solutions-là ont certains avantages et certains inconvénients. On ne va pas s'y attarder, je pense, aujourd'hui pour ces éditeurs-là. Nous, ce qu'on a voulu illustrer à travers ce webinaire, c'est justement de vouloir dépasser les contraintes qui étaient posées par certains de ces éditeurs, et notamment le fait que, comme l'a dit Lila tout à l'heure, on a des paysages SI qui sont extrêmement hétérogènes, des changements de SI qui peuvent parfois survenir, et donc on perd finalement cet outillage de contrôle de paie entre les deux. Donc, ce qu'on a voulu faire, nous, avec Humans for Help, hein, qui est ici, c'est de développer notre propre outil qui est agnostique, finalement, aux différents éditeurs de paie, et qui va peut-être un cran plus loin en termes de profondeur d'analyse, en utilisant l'intelligence artificielle et l'automatisation de processus robotisés. On en a détaillé certaines des caractéristiques ici. Après ça, évidemment, il y a un comparatif qui peut être fait avec les solutions que peuvent proposer les éditeurs, même si on est sur des philosophies qui sont un peu différentes. Là, ce qu'on développe se pose dans le cadre finalement de quelque chose de très agnostique vis-à-vis des éditeurs, tandis que finalement les solutions qui sont développées par les éditeurs sont propriétaires. Donc, c'est la première des différences. Ouais. Et je viens de voir une question dans le chat. Combien de jours, justement, vous m'avez devancé, Jérôme Ricard. La particularité de notre solution, c'est que, étant donné qu'elle est aujourd'hui SaaS, nous permet derrière d'avoir une mise en œuvre de la solution sous un mois. Donc, en un mois, on a la possibilité, on va dire, d'accompagner, de soulager les gestionnaires de paye avec une solution qui, elle, fait finalement office de garant pour s'assurer que l'ensemble des payes aujourd'hui sont correctes. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est important, c'est que ça nous permet aussi, alors j'aime employer ce mot en disant que finalement notre outil de paie est un peu le SOS contre l'URSSAF, parce que du coup, ça nous permet derrière d'avoir la garantie qu'on est complètement aux normes par rapport à la législation, mais également avoir un outil qui permet d'augmenter la productivité des gestionnaires de paye et éviter effectivement les pics de charge aujourd'hui qui arrivent trop souvent malheureusement pour les gestionnaires de paye. Donc un mois dans la mise en œuvre et ensuite on est sur un modèle aujourd'hui de paiement à l'usage, et comme on le disait, on est aujourd'hui agnostique au système, donc on peut très bien s'interconnecter sur l'ensemble des outils aujourd'hui qu'on peut avoir. Il y a également, par exemple, pour certains clients qu'on accompagne, par exemple, différentes conventions collectives. Pour chacune des différentes conventions collectives, il y a des outils de paye, et donc on peut se retrouver avec 3, 4, 5 outils de paye différents. Et donc là, effectivement, la complexité est complètement effacée avec notre outil, parce que les connecteurs existent déjà pour pouvoir aller interroger ces différents outils de paye. Et ça, c'est effectivement la particularité de notre solution, et c'est ce qui permet derrière d'avoir une mise en service sous un mois. J'ai vu passer une question sur le facteur principal de réussite pour un projet d'outil de contrôle de paye. Selon nous, le facteur de réussite, c'est ce qui se passe juste avant la mise en place, c'est-à-dire la stratégie de contrôle de paye. Il nous semble absolument indispensable d'en définir une, qui doit aborder à la fois les irritants, tous les pans de la paye qui peuvent poser un problème, quelle que soit la raison. Ça peut être un manque de compétences dans l'équipe paye, une juniorisation un peu trop forte, l'absence de formalisation du réglementaire de paye qui fait qu'il y a une mauvaise maîtrise du réglementaire interne. Et puis, cette stratégie, elle doit aussi intégrer les contrôles qui sont particulièrement chronophages. On en a parlé tout à l'heure, un exemple qui est criant chez l'un de nos clients qui, 3-4 fois dans l'année pour les périodes estivales et les périodes de Noël, se retrouve avec plusieurs milliers de CDD à gérer en entrée comme en sortie. Et donc, on a des périodes de paye à ces moments-là qui sont concentrées sur ces contrats-là, aux dépens des autres. Voilà, donc la stratégie de contrôle de paye, c'est, selon nous, le point structurant pour que le projet ensuite se passe bien et qu'on puisse en quelques semaines, comme l'a dit Lila, pouvoir développer et proposer l'outil dans le contexte de l'entreprise. Thomas, Christophe, on a une question sur est-ce que notre outil permet de stocker les preuves de contrôle. Je te laisse la main, Christophe, sur ça.
Oui, tout à fait. Alors, l'historisation des contrôles, c'est peut-être l'exigence numéro un dans la période de contrôle, c'est-à-dire qu'on a besoin, ne serait-ce que pour faire certaines comparaisons par rapport au mois précédent, hein, le MM-1, voire comparer sur l'histoire d'une année. Pour un client, on a par exemple développé dans le cadre de détection d'anomalies, notamment sur le salaire brut reconstitué, la comparaison à l'historique du brut reconstitué sur un matricule sur les 12 derniers mois et comparaison à des éléments de population qui sont similaires. Donc évidemment, il est possible d'une part de stocker les contrôles qui ont été faits, de catégoriser finalement les points ou les matricules qu'on a contrôlés, ce qui reste à contrôler, et puis évidemment de le recocher, le décocher selon les affinités. Évidemment, de stocker la data qui permet de porter ces contrôles, puisque avoir une preuve de contrôle, c'est bien, mais faut-il encore avoir cette donnée sur une profondeur d'historique qui est à observer avec chacun de nos clients individuellement en fonction de leurs besoins. Donc, oui, c'est possible. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? On a une question, Jean-Louis, OpenPay. Donc, sur quel SI Pay avez-vous eu l'opportunité d'utiliser vos outils de contrôle? J'allais dire, sur l'ensemble des outils majeurs du marché. Et on a également une équipe dédiée qui aujourd'hui travaille sur les connecteurs. Donc, si effectivement il y a une nouvelle solution de paye qui émerge, du coup, on étudiera effectivement la capacité qu'on a à pouvoir travailler sur un connecteur dédié et qui sera derrière intégré complètement de façon native à l'outil. Donc, effectivement, c'est tout à fait ouvert. Oui, après, on peut donner quelques exemples. On ne va pas tous les citer, mais Christophe parlait tout à l'heure d'un client qui est dans l'alimentaire. C'est un client qui est sur SAP, version ECC. Un autre client dont on a parlé, c'est voilà, c'est deux parmi tant d'autres qui ont des structures techniques très différentes, mais qui donnent bien la démonstration du fait qu'on est en capacité de s'interconnecter avec n'importe quel outil, ce qui est l'objectif. Avez-vous travaillé sur Pléiade? Oui. Aujourd'hui, typiquement, le cas que je prenais de clients qui avaient un écosystème hétérogène de solutions paye a également pour une certaine catégorie de salariés Pléiade. Et effectivement, oui, si c'est votre cas, Jessica, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse discuter de ce sujet-là. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'on est passé sur toutes les questions? On a abordé l'ensemble des points. Il me semble bien que oui. J'ai l'impression que oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, on a une question qui est arrivée. L'outil peut-il intervenir en amont des payes afin de vérifier les paramétrages paye réalisés sur le logiciel paye interne? Alors, l'outil peut intervenir quand on veut. C'est-à-dire que chacun des clients a des cycles de paye qui sont pas exactement les mêmes, qui ne se produisent pas au même moment dans le mois. Donc, on développe à façon les analyses en fonction du cycle de paye de l'entreprise avec laquelle on travaille ou de l'équipe paye avec laquelle on travaille, d'où l'importance finalement du cadrage qu'ont évoqué Lila et Thomas tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'on a besoin de connaître finalement les pratiques de contrôle de paye pour pouvoir s'y accommoder en quelque sorte. Donc oui, on peut intervenir en amont des payes. L'outil en tant que tel ne vérifie pas un paramétrage, il va vérifier les données en elles-mêmes. Hein. Donc on peut en inférer effectivement des problématiques de paramétrage. Par exemple, quand on regarde l'association des rubriques, on peut en déduire qu'effectivement, si on a, pour reprendre l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, si on a un cadre sans rubrique APEC, on peut se douter qu'il y a un petit problème de paramétrage quelque part. L'outil ne va pas vous indiquer c'est un problème de paramétrage, mais par contre, d'où l'intérêt de travailler avec un métier et de l'outillage. Hein. Évidemment, ça va probablement inférer qu'il y a une problématique de paramétrage dans l'outil. Pareil pour vérifier les taux de cotisation réglementaires.
On va aller regarder sur le site des organismes de collecte si en effet le taux de cotisation est bien celui qui doit être. Et effectivement, ça va permettre de faire le rapprochement avec l'outil pour se dire il y a quelque chose à vérifier dans l'outil pour vérifier que le taux de cotisation est bien celui qu'on attend. Donc oui, on peut vérifier à tout moment finalement du cycle de paie, que ce soit en amont de la frozen des éléments variables par exemple, ou que ce soit même après, hein, si on veut faire du post-pay. Toutes les situations sont possibles, et on a mis en œuvre des situations qui sont assez différentes. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, s'il n'y en a pas d'autres. Très bien. Bon, Christophe, Thomas, je vous laisse conclure. Merci à tous, en tout cas, pour votre présence. On a été assez nombreux, je vous en remercie. Il y a eu beaucoup de questions, preuve que le sujet intéresse tout le monde et plus d'actualité que jamais. Attention, Évidemment, Thomas, tout ça sera disponible on a une dernière en question. replay. Je vois une dernière question. Allez. Paiement à l'usage sur quelle base? On a parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Du coup, on a aujourd'hui on a une tarification qui est sur 2 niveaux. Donc, le premier, on a des modules standards qui sont embarqués de facto sur la version classique. Et ensuite, on a des modules dits avancés, donc ceux qui vont d'ailleurs amener de la complexité pour lesquels il y a de l'intelligence artificielle là-dessus. Et on a aujourd'hui ramené la tarification en fonction du nombre du bulletins de paye aujourd'hui qui sont traités. Peut-être, Christophe, si tu veux un peu éclairer. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un premier audit du nombre de bulletins de paye chez nos clients et en fonction de ça, on adapte la tarification pour ça. Donc, c'est l'équivalent d'un montant par mois par bulletin de paye. Tout à fait. Tout à fait. Et juste pour compléter assez rapidement, on a en effet des offres qui sont variées et qui montent en complexité et également en coût et qui dépendent de la volumétrie de bulletins de paye. Donc évidemment, on a une tendance qui peut être dégressive en fonction du nombre de bulletins de paye et en fonction de l'engagement qu'il y a derrière. Hein. Donc, on peut arriver à faire des offres qui sont très compétitives. Et ça dépend également, comme l'a dit Lila tout à l'heure, finalement des modules de contrôle qu'on utilise. Plus on a des modules, j'ai pas envie de dire sophistiqués, hein, mais plus on va contrôler des choses qui sont avec des niveaux de précision qui sont extrêmement élevés, comme on a longuement parlé du KRGCS, qui est un irritant chez pas mal de nos clients, et retrouver une approximation de RGCS exacte. C'est quand même une volonté de la plupart d'entre eux. Donc plus on avance dans ces cas-là, plus effectivement on va avoir une tarification qui est progressive, mais les modules de base, par exemple le module de contrôle des rubriques ou les modules de contrôle de cohérence entre l'AP et la DSN sont inclus dans le standard et sont accessibles au prix les plus bas. Également, en ce qui concerne les évolutions, on va avoir des tarifications qui sont progressives selon le volume de jours d'évolution, si on veut ajouter des contrôles en cours de route qui sont offertes par nos équipes. À partir de combien de bulletins par mois est-ce intéressant d'investir? Alors, il n'y a pas tout dépend de votre organisation. C'est-à-dire qu'on peut avoir, on a parlé récemment à un client dans la distribution qui compte 400 bulletins contrôlés par mois. Alors, on pourrait se dire, c'est pas beaucoup. Et il y a quand même une réelle problématique de productivité, hein. C'est-à-dire qu'on a un outillage qui est extrêmement manuel, on a un SIPay qui n'est pas totalement satisfaisant, en tout cas de leur côté, et qui ne porte aucune forme de contrôle interne. Donc forcément, on a ce besoin-là, même sur 400 payes, qui peut être un volume qui est absorbable, hein, finalement, et qui pose des défis en termes de contrôle réglementaire, évidemment.
Tout comme on peut avoir, alors on a longuement parlé de certains clients, on travaille avec des clients qui atteignent les 40 000 bulletins à contrôler par mois. Donc finalement, on a toute une gamme de clients sur lesquels, ou en tout cas de taille d'organisation sur lesquels cet outil est intéressant. Ce ne sera pas forcément les mêmes modules, ce ne sera pas forcément la même forme d'accompagnement au niveau des évolutions du suivi qui est porté par nos équipes. Mais justement, la diversification des offres dont on parlait à votre question précédente permet d'adresser les différentes typologies d'organisation paye avec lesquelles nous travaillons. Donc, je serais incapable de vous dire un nombre précis de bulletins, genre au-dessus de 10 000 bulletins, c'est bien, au-dessous de 10 000, c'est mauvais. Ça dépend plutôt de votre problématique, des contrôles que vous voulez porter, de votre organisation, et ce sont des problématiques qui sont propres à chacune des organisations paye. Donc, le mieux, c'est qu'on se rencontre et on serait ravis de pouvoir engager cette discussion avec vous. Lila, tu es en… Nombre de bulletins. Tu étais en micro coupé, Lila. Ok, donc ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de minimum sur le nombre de bulletins et on peut accompagner toute entreprise aujourd'hui, et ce, quelle que soit sa taille, par rapport au challenge que vient d'évoquer Christophe. Alors, est-ce qu'on a une ultime question ou pas? Bon, on peut peut-être s'arrêter. Si ça convient à tout le monde. Merci encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je le redis. Merci à tous, super intéressant. Merci pour vos questions. Le replay sera disponible. Et puis n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à vous rapprocher de nous. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu aborder dans le timing, mais on sera ravis de rediscuter avec vous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée.